Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Isabelle April, directrice de l'innovation sociétale du groupe Sodexo. Alimentation bas carbone, santé, égalité des chances, beaucoup de thèmes à aborder avec elle dans une minute. Dans le débat de ce Smart Impact, on parlera d'un enjeu majeur pour la société française, le bien vieillir, avec deux entreprises passées par le Viva Lab, accélérateur créé par l'assurance retraite pour soutenir l'innovation dans ce secteur. Et puis, dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, je vous présenterai Citigo et son comparateur gratuit qui permet d'évaluer le coût du passage d'une voiture thermique à une électrique. Voilà, alimentation, vieillissement, mobilité, 3 secteurs, 30 minutes pour les explorer. C'est parti. L'invité de Smart Impact, c'est Isabelle April. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la directrice de l'innovation sociétale du groupe Sodexo, directrice des affaires publiques de Sodexo France. On parlera aussi de la passerelle Sodexo que vous présidez. Et puis, le groupe est membre de la communauté Les entreprises s'engagent, qui avait été créée en 2018 par le président de la République pour rapprocher dans chaque département les entreprises et les services de l'État. Est-ce que ce sont deux mondes qui travaillaient en silo et est-ce que vous voyez les choses changer depuis 5-6 ans ? Alors oui, effectivement, l'action des entreprises s'engage a permis de concentrer les efforts des entreprises et de créer cette collaboration qui n'existait pas, en tout cas dans cette forme-là, et donc de démultiplier les impacts qu'on peut avoir. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire le fait qu'ils sont vraiment ancrés dans les territoires. On a la conviction que c'est dans les territoires que les choses peuvent changer et dans le cadre d'alliances comme celle-là. Oui. Et ça correspond aussi au maillage d'un groupe comme le groupe Sodexo, qui est évidemment présent un peu partout en France. C'est 4000 sites, environ 35 000 collaborateurs en France. Puis alors, si on élargit encore le spectre au niveau mondial, c'est 430 000 employés dans 45 pays. Je me suis posé la question, est-ce que vous, peut-être, j'espère que vous avez la réponse, est-ce que vous savez combien vous nourrissez de personnes chaque jour ou chaque mois en France ? Oui, alors dans le monde, c'est 80 millions de personnes. 80 millions par jour ? Oui. Et en France, c'est 2,5 millions. 2 millions. Donc c'est assez vertigineux et ça donne une idée de ce levier qui est entre vos mains. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant parce que quand on veut accélérer la transition alimentaire, il y a évidemment des enjeux de décarbonation des aliments qu'on propose. Comment vous adressez ces enjeux aujourd'hui ? Alors oui, on est un acteur majeur de la transition écologique à 2 titres. D'abord parce qu'on est en capacité de créer et d'organiser des filières locales. On peut parler des filières qu'on crée en France, mais on le fait dans tous les pays. Donc ça, c'est un premier volet. Et le deuxième volet, vous l'évoquiez à l'instant, c'est la transition écologique passera par la transition alimentaire, c'est-à-dire la modification des modes de consommation finalement. Et le fait effectivement qu'on ait l'opportunité de toucher autant de personnes par jour, ça nous donne la capacité de travailler sur l'éducation alimentaire, nutritionnelle et l'impact de la nourriture à la fois sur la planète et sur la santé. Comment on fait baisser le bilan carbone d'un repas ? Alors, en rééquilibrant les protéines végétales et animales. Moins de viande. Moins de viande. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Alors, c'est un des éléments, oui. Mais c'est effectivement un élément assez majeur. Et encore une fois, qui a un impact bénéfique sur la santé, mais aussi sur l'environnement et le bilan carbone. Vous avez été, je crois, le premier groupe mondial à vous associer à l'initiative Futures 50 Foods. C'est quoi Futures 50 Foods ? On est dans cette idée-là ? Tout à fait. On s'associe. Encore une fois, on a une capacité de toucher énormément de personnes, mais on ne travaille jamais seul. Et donc l'idée, c'est vraiment de travailler à la nourriture demain et les adaptations nécessaires pour travailler à l'optimisation du bilan carbone. Donc ça, c'est innover pour trouver des repas moins carbonés à l'avenir. Vous parliez des filières, cet autre levier, comment vous l'activez, celui-là ? Alors, en fait, on travaille vraiment localement. L'idée, c'est toujours dans cet objectif de rééquilibrer les protéines animales et végétales, c'est d'avoir la capacité de structurer de l'agriculture et de l'élevage local. Je vais vous donner un exemple pour illustrer ça. En Île-de-France, par exemple, on a permis la réimplantation de lentilles.
Voilà, c'est une culture de lentilles qui n'existait plus. Et donc, qu'on a poussé en donnant des perspectives en termes de débouchés. Et donc, voilà. Et c'est la démarche qu'on a dans chacun des territoires. On essaye d'accompagner l'amont, parce qu'effectivement, sans agriculture, et on la veut locale, c'est compliqué de travailler sur l'alimentation. Il y a évidemment aussi un enjeu majeur de logistique, des milliers de camions sur les routes chaque jour. Est-ce que c'est sur vos partenaires que repose cette amélioration de votre bilan carbone? Est-ce que vous leur mettez la pression d'une certaine façon? Ah oui, alors avec nos partenaires amont, nos fournisseurs qui viennent nous amener sur l'ensemble de nos sites la production, oui, on travaille de concert avec eux pour essayer d'assurer cette transition qui est pas facile à mettre en place. On a quelques véhicules électriques, mais la vraie difficulté... Sur un camion, un véhicule électrique, c'est pas forcément tout à fait. Et puis la plus adaptée, mais bon. Tout à fait. Et on a des besoins en termes de réfrigération, etc., qui sont complexes. Donc voilà, c'est un travail au long cours et on le mène avec nos fournisseurs, oui. Alors, on va prendre une illustration concrète. C'est cette passerelle Sodexo que vous... présider. Est-ce que c'est une sorte de laboratoire de vos innovations sociétales? Alors c'est à la fois un laboratoire, mais c'est aussi une illustration de la volonté du groupe. Juste 2 mots sur ce groupe. C'est un groupe familial qui a été créé en 1966, donc il y a un peu plus de 50 ans, par un visionnaire qui, à cette époque-là, a défini la mission de l'entreprise. Et j'y reviens souvent parce que c'est important. C'est ce qui fonde toute la culture de l'entreprise et notamment ce qu'on a fait et décliné avec la passerelle. Il a dit, nous aurons 2 missions. La première, c'est améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs et de nos consommateurs. Et la deuxième, c'est de contribuer au développement économique, social et, à l'époque, c'était intéressant, environnemental des territoires dans lesquels on opère. Il le dit dès 1966. Tout à fait. Ouais. Et donc, c'est effectivement cette mission-là qui innerve toute la culture de l'entreprise et ce qui nous amène à la passerelle, qui est un modèle économique à impact, donc une innovation qui date d'il y a 5 années maintenant. L'idée, c'était d'aller un cran plus loin et d'illustrer la façon dont Sodexo peut avoir un impact dans un territoire choisi dans 3 domaines. Mais alors c'est quoi la passerelle? Parce qu'on ne l'a pas dit, c'est un lieu. C'est un lieu en alors fait, la passerelle, c'est à la fois un lieu, on dit aujourd'hui un tiers-lieu, ça ressemble à en tout cas c'est un lieu. C'est un lieu, oui. Qui a été conçu et construit par Sodexo dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, à Clichy-sous-Bois. Okay. Donc l'idée, c'était vraiment de construire un modèle économique dont les impacts seraient forts et à 3 titres. D'abord, comment on peut contribuer à développer l'employabilité des habitants de quartiers défavorisés. C'est pour ça qu'on choisit des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le deuxième impact, c'est comment, compte tenu de nos métiers, nos expertises, on peut travailler à l'amélioration de la santé par l'alimentation. Et enfin, le grand sujet de l'égalité des chances et de l'accès au plus grand nombre à des services de proximité. Alors, je veux bien qu'on le décrive un peu, ce lieu à Clichy-sous-Bois, parce qu'il y a plusieurs espaces avec des services différents, en fait. Alors, cet espace, il a été conçu justement en fonction des impacts qu'on voulait atteindre. Donc, dans cet espace, vous allez avoir une crèche. Pourquoi ? Parce que dans ce territoire, et c'est important de le dire, tout ça a été conçu en collaboration avec les acteurs publics et privés du territoire. Ça rejoint les entreprises s'engagent d'une certaine façon. Tout à fait, pour bien comprendre ce qu'on pouvait amener à ce territoire sans faire fi de ce qui existait déjà. Donc, on a installé une crèche de 23 berceaux. Pourquoi ? Parce que le premier frein périphérique à l'emploi dans ce quartier-là, c'est la garde des enfants. Et notamment, les familles monoparentales souffrent de cet accès à la formation ou à l'emploi compte tenu de ce frein-là. Donc, on a créé une crèche. De la même façon, il manquait de salles de formation dans ce territoire. Donc, on a créé un espace de formation qui est aujourd'hui occupé par la mission locale qui travaille auprès des jeunes dans le cadre du programme Un jeune, une solution. Et puis, on a un espace, ce qu'on appelle de cohésion sociale, un espace qui nous est réservé pour créer des ateliers qui sont destinés aux habitants du territoire.
Mais pour finir... Mais on est loin de l'alimentation, là, dans tout ce que vous nous dites. Alors, on y arrive. Oui. On est loin de l'alimentation, mais on est près des impacts et de Sodexo. Et donc, le dernier espace de ce bâtiment, la passerelle à Clichy-sous-Bois, c'est un moteur économique. Parce que l'ambition de Sodexo n'est pas d'aller dans un modèle philanthropique, mais bien pour assurer la continuité des actions et des impacts, de s'appuyer sur un moteur économique. Et ce moteur économique, c'est une légumerie. Ah, je veux vous la rassurer, il y a quand même de la nourriture. Donc, c'est une légumerie dans laquelle on apporte de la production agricole locale, qu'on transforme et qu'on livre sur... Ce modèle, il est duplicable, si je comprends bien? Tout à fait. C'est un modèle qu'on veut dupliquer en France et comme on l'a modélisé aussi dans d'autres régions dans lesquelles on est implanté. L'ambition de ce modèle, c'est une approche d'abord particulière, c'est-à-dire qu'on part des impacts qu'on veut avoir. On réfléchit au modèle et à la façon de le créer sur un territoire à partir de ces impacts. Et quand on a bien compris la configuration du territoire, on est capable de créer un lieu qui s'adapte vraiment à nos ambitions. Ouais. Améliorer la qualité de vie des collaborateurs et des clients, ça pose la question notamment de la santé par l'alimentation. Quand on distribue autant de millions de repas chaque jour en France ou dans le monde, comment on tient cette promesse tout en sachant que, évidemment, les prix doivent rester assez bas? Alors ça, c'est la magie du modèle de la restauration collective, et notamment en France. C'est un modèle culturel exceptionnel, que ce soit depuis l'école jusqu'à la maison de retraite. C'est un modèle qui permet au plus grand nombre d'avoir accès à une nourriture équilibrée à moindre coût. Et c'est vraiment quelque chose qui est important, encore une fois, qui est, je dirais presque même une exception culturelle française. Donc effectivement, notre savoir-faire, c'est de rentrer dans ce modèle-là et d'y contribuer. Donc on a des experts qui sont des experts de la nutrition, mais aussi des experts qui savent prendre en compte les contraintes budgétaires de nos clients qui sont extrêmement fortes. On parle de restauration scolaire, c'est un modèle fragile, mais c'est un modèle, encore une fois, qui est particulier et auquel on tient beaucoup. Merci beaucoup Isabelle Aprile, à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, le bien vieillir au programme. Le débat de Smart Impact, on parle du bien vieillir avec André Abou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Eli et Stéphane Maroc, bonjour, président de Gabi. Bienvenue à tous les deux. On va parler donc du bien vieillir, de ce Vivalab, accélérateur créé par l'assurance retraite. Mais d'abord, on présente vos entreprises respectives. Évidemment, Eli, André Abou, c'est une plateforme qui a été ouverte il y a un peu plus d'1 an, je crois. On y trouve quoi? Exactement. Commercialisée depuis 1 an, mais existante depuis 3 ans, qui dispose d'ailleurs de l'agrément ESUS, donc entreprise solidaire d'utilité sociale, et qui a pour mission d'accompagner les seniors principalement à rester en forme tout en s'amusant. Donc comment rendre la prévention attractive? Et ça, concrètement, on va proposer donc des ateliers digitaux, collectifs, interactifs et préventifs. Très rapidement, digitaux, tout se fait en ligne, donc très simple d'accès. Ouais. Tout a été co-construit avec les utilisateurs pour être excessivement simple d'accès, peu importe l'aisance numérique. Collectif et interactif, ce sont de petits formats intimistes où l'interaction est donc le maître mot. Et enfin préventif, puisque l'idée c'est donc maintenir le lien social, manger sainement, se stimuler cognitivement et rester en forme physiquement. Donc ça nous fait 3 catégories d'ateliers, le corps, l'esprit, l'alimentation, avec une dizaine d'activités. Ouais, on rentrera un peu dans le détail des ateliers que vous proposez. Présentez-nous Gabi, Stéphane Maroc. Alors Gabi, nous on est parti du principe qu'on ne pouvait pas bien vieillir en étant isolé, en étant seul. Ouais. Donc Gabi, ça a l'ambition de fédérer tout un écosystème autour de la personne âgée, donc sur un territoire. Donc on va principalement la famille, forcément, les pouvoirs publics locaux, la commune, par le biais de son action sociale, et tous les partenaires publics ou privés qui sont sur un territoire donné. Et donc Gabi, c'est un dispositif digital où 4 applications, c'est 4 services en une application. En fait, on va retrouver un lien social, intrafamilial, très ludique. On va retrouver une conciergerie qui va fédérer et agréger un peu toute l'offre de services à destination de ces personnes âgées sur un territoire donné pour les rendre visibles et utilisables. Et puis, il y aura un cahier de vie digital qui, lui, va ramener
toute la traçabilité de tout ce qui est exécuté chez le bénéficiaire, chez la personne âgée, voilà, pour pouvoir rassurer la famille qui parfois est éloignée. Et le dernier service va tourner autour de la prévention, où là, on va engager vraiment toute la famille de manière très ludique dans la prévention, la sensibilisation autour de notions de prévention, de bien vieillir. Voilà, et par ce biais-là, on va détecter un certain nombre de signaux faibles pour pouvoir suivre la personne âgée et l'autonomie de cette personne âgée-là tout au long de sa vie. On reviendra sur les solutions, les services que vous proposez l'un et l'autre, mais vos deux entreprises, si on vous a réunis, c'est que vos deux entreprises sont passées par ce Viva Lab accélérateur créé par l'assurance retraite pour soutenir l'innovation en matière de prévention et de vieillissement actif. Je vais vous poser la même question à tous les deux. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Je commence avec vous, Andrea. Beaucoup de choses. On a tendance à se plaindre quand ça ne va pas, mais il faut également dire merci quand on a cette chance-là de participer. Donc, le Viva Lab, en 2 mots, c'est un accélérateur de solutions œuvrant au maintien de l'autonomie, porté par des membres fondateurs, comme vous l'avez dit. Et donc, concrètement, ça va être la possibilité de bénéficier d'une mesure d'impact avec le cabinet Kimso. Ça va être également la possibilité de travailler avec les caisses de retraite en région. Et tout simplement d'allier, pour le dire plus simplement, de travailler en synergie, en bonne intelligence avec les acteurs locaux, territoriaux, mais avec un appui national. Ça vous a permis de gagner du temps, de passer à l'échelle? Qu'est-ce que ça vous a apporté chez Gabi? C'est une très bonne question. C'est un vrai, comme son nom l'indique, c'est un vrai accélérateur. Ça nous amène un crédit. Voilà, parce que ce sont des acteurs publics qui ont un vrai impact, une vraie image sociétale et sociale. Oui, donc ça vous, comment je peux dire, ça respectabilise d'une certaine façon, ça rassure tous les autres acteurs que vous contactez. Quoi. Ça légitime, ça facilite l'accès à des acteurs, puisque on s'adresse aussi à des acteurs publics. Donc, et puis ça donne de la visibilité. Donc, donc c'est forcément un accélérateur. C'est pas une colle, mais ça, quand on parle d'autonomie, ça concerne combien de Français qui sont en perte d'autonomie aujourd'hui ou qui flirtent avec la perte d'autonomie? C'est peut-être pas si facile de répondre à la question. 1,4 million de plus de 60 ans aujourd'hui, pour passer à 1,6 million de plus de 60 ans en perte d'autonomie d'ici quelques années. Perte d'autonomie. Oui, c'est-à-dire qu'ils sont non autonomes. Oui, on est vraiment dans la perte d'autonomie. On n'est même pas dans la phase précédente. Et alors, vous parliez d'isolement, en fait, c'est contre ça que vous luttez principalement. Oui, nous, on va essayer de s'adresser le plus tôt possible aux personnes, c'est-à-dire dès qu'ils rentrent à l'âge de la retraite, à partir de 65 ans, c'est là qu'on veut les accompagner le plus longtemps possible. Donc aujourd'hui, effectivement, ils sont autonomes. Et après, on va les accompagner aussi dans la perte d'autonomie. Et c'est pour ça que vous parliez des signaux faibles. Exactement. Les signaux faibles, c'est ce qu'aujourd'hui, dans la prévention, on a du mal à détecter. Donc là, si on les prend sur une logique territoriale et qu'on fédère un petit peu tous les acteurs, par le biais de Gabi, on va pouvoir détecter des signaux faibles et engager la famille dans le suivi surtout. Voilà, ramener la famille. Aider les aidants. C'est exactement ça. Ça pourrait être le slogan. Vous avez commencé à parler de vos ateliers, Andrea Abou. On peut faire quoi grâce à ces ateliers collectifs-là? Une dizaine d'activités, donc, inspirées des thérapies non médicamenteuses. Et des enjeux préventifs de santé publique France, donc en catégorie esprit de l'écriture avec une romancière, de l'informatique, du dessin, de l'anglais, en corps de l'activité physique adaptée, du yoga sur chaise, ou encore en alimentation, ça peut être de la pâtisserie avec une diététicienne ou de la cuisine avec une ingénieure agroalimentaire. C'est quoi le business model? Vos animateurs d'ateliers sont des travailleurs indépendants? Exactement. D'accord. Prestataires de services triés sur le volet avec une grille de sélection extrêmement rigoureuse. Et de l'autre côté, la capacité, la liberté de choisir pour les bénéficiaires. Vous avez signé une convention avec les caisses d'assurance retraite, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, je crois, au moins dans 2 régions sud-est et Normandie, c'est ça? Absolument. Alors, on revient à cette notion peut-être de crédit, comme vous le disiez. Qu'est-ce que ça vous apporte, ça? Peut-être du business, déjà, tout simplement. Clairement, une synergie. Et donc, aujourd'hui, très concrètement, dans le cadre de certains plans d'aide, Elie est référencé et donc peut-être prescrit avec une prise en charge financière à un bénéficiaire auquel l'évaluateur pense bon de participer à l'une de nos activités. C'est quoi votre business model? On s'abonne Non, pas d'abonnement, pas d'engagement. D'accord. Ça ressemble aux cartes cadeaux, ce qu'on appelle des packs d'élixir. Une fois que le bénéficiaire a rechargé son compte en élixir, il les dépense quand il veut, où il veut, pour s'inscrire où il le souhaite. D'accord, c'est pas un abonnement? Non. Ok, très bien. Et votre modèle économique chez Gabi, c'est quoi? Nous, en revanche, c'est une souscription. C'est un abonnement souscrit par la famille.
Voilà, parce que nous, aujourd'hui, on se tourne vers la famille. C'est la famille qu'on cherche à rapprocher, à réengager dans le suivi de son proche. Donc, c'est un abonnement. On est agréé service à la personne, puisque le cahier de vie digital dont je parlais tout à l'heure est un service de coordination. Donc, à partir de là, il bénéficie d'un crédit d'impôt de 50% sur la souscription, ce qui en fait un prix très, très modique, en fait. Ouais. Vous êtes en France, mais vous êtes aussi dans plusieurs pays étrangers ? Oui, oui. Oui, on est allé au départ dans des pays où la prévention était un sujet essentiel, vital, pour la simple et bonne raison, c'est que le curatif est très, très, très cher dans ces pays-là. Je pense aux États-Unis. Voilà, on parle du même pays. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est un gros terrain d'expérimentation et de validation de l'approche de prévention, notamment autour de la partie de la conciergerie. Si on reparle de santé publique, André Abou, l'importance de la prévention, c'est-à-dire que l'argent que la puissance publique va dépenser en matière de prévention, c'est de l'argent qu'elle ne dépensera pas, évidemment, en soins plus tard. Exactement. C'était les mots de notre ancien ministre, M. Braun. 1 euro aujourd'hui en prévention, c'est 2 euros d'économiser demain. Et il n'y a pas d'âge pour commencer à prendre soin de soi. Donc, tout l'enjeu chez Elis, c'est d'engager les participants dans des parcours de prévention de manière ludique. Comment vous aidez les aidants ? Je reviens à cette question. Parce qu'il y a un moment où on se retrouve... Alors là, je ne parle pas de la première phase. Je parle quand on est après les signaux faibles et on se retrouve vraiment avec quelqu'un qui est en état de perte d'autonomie ou d'isolement. Parce que l'aidant lui-même, il se sent souvent démuni. Alors, nous, on va suivre à la fois le bénéficiaire et l'aidant. Ouais. Parce que lui peut être aussi en situation de glissement lié à l'accompagnement. Surtout quand des pathologies comme l'Alzheimer se déclarent, etc. Donc, aujourd'hui, quand l'autonomie est déclarée chez donc le bénéficiaire qui est accompagné, l'aidant, lui, on va le rassurer. Parce que souvent, aujourd'hui, si c'est l'enfant, il est actif encore. Donc, sur son smartphone, il va pouvoir suivre en temps réel ce qui se passe au domicile. Parfois, il y a 3, 4, 5 personnes qui interviennent sur la même journée. Donc, en fait, on va amener de la réassurance, de la traçabilité et la capacité à interagir avec tous les intervenants. Donc, et s'il y a un risque, ils vont être remontés. Voilà, un dispositif anti-chute. Il n'y a pas de dispositif anti-chute. Il y a un dispositif de détection de chute. Mais nous, on dit, oui, ce qui est bien, c'est d'éviter la chute. Voilà. Donc aujourd'hui, on travaille beaucoup avec les ergothérapeutes dans le cadre de la conciergerie. Il faut aussi faire connaître ces métiers-là. Donc c'est le rôle de Gabi de rendre visibles tous ces types de services-là qui sont préventifs et qui peuvent prolonger la durée de vie. C'est quoi votre atelier vedette, celui qui est le plus demandé, s'il y en a un ? Écoutez, l'informatique, avec des modules plus originaux. Alors, on sait faire également les arnaques et sécurité, comment s'en prémunir, les réseaux sociaux, mais aussi introduction à ChatGPT, puisque finalement, c'est dans notre philosophie de ne pas stigmatiser, de rendre accessibles tous les sujets. Mais je pourrais aussi très bien parler de la pâtisserie ou de la cuisine. Tant que les ateliers sont au catalogue, c'est qu'ils trouvent leurs bénéficiaires. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus présenter vos entreprises et donc ce Vivalab accélérateur créé par l'assurance retraite. On passe à notre rubrique Startup tout de suite. Smart Ideas avec Franck Cazenave, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le directeur de développement de Citigo. On a déjà reçu ici, mais présentez-nous l'entreprise en quelques mots. Alors Citigo est une plateforme de covoiturage urbaine jusqu'à 80 km. Il y a 2 millions de trajets qui sont effectués par an par les conducteurs avec des passagers sur notre plateforme. Donc c'est à peu près 20%, parce que c'est 10 millions de covoiturages en France sur les plateformes. Donc c'est à peu près 20% du marché du covoiturage avec Citigo. D'accord. Est-ce que ce covoiturage urbain, c'est un marché qui continue de se développer aujourd'hui ? Tout à fait. Et il continue à progresser. Il y a 4 ans, après le Covid, en 2021, on était à la moitié de ces trajets. Donc ça a doublé en moins de 4 ans. Oui, donc c'est une croissance assez exponentielle. Il y a évidemment l'impact environnemental. Plus on est nombreux dans la voiture, moins elle pollue, c'est mécanique. Mais il y a aussi un impact social dont on peut parler. Il y a un impact social parce que beaucoup de nos conducteurs ont besoin de covoiturer aussi pour mettre de l'essence ou du gasoil dans leur voiture, pour payer l'entretien. Une voiture, ça coûte de plus en plus cher à entretenir. Les pièces ont augmenté de 30% ces dernières années, la main-d'œuvre aussi. Donc c'est un complément de revenu pour celui qui conduit. Complément de revenu qui, en général, sert pour payer l'entretien du véhicule, de manière pragmatique. Et donc, oui, ça a un aspect
pouvoir d'achat très important. Il y a aussi le fait de rencontrer des individus qu'on ne connaît pas. Et il y a toujours de belles histoires, et on s'en fait écho sur notre site web, etc., de ces belles histoires, de belles rencontres avec des gens qu'on n'aurait sans doute jamais rencontrés ailleurs, au boulot. Est-ce qu'il y a une dimension de brassage social, un peu ou pas tant que ça ? Il y a du brassage social, ça c'est sûr, bien sûr, parce que nous en plus on est une application donc, de covoiturage courte distance et aussi qui est utilisée le week-end pour les loisirs, donc vous avez des CSP+, des employés, des ouvriers qui covoiturent ensemble. Ouais, et c'est très bien parce qu'il n'y a pas tant de lieux de brassage social que ça en France. Aujourd'hui, Citigo qui lance un comparateur gratuit pour évaluer le coût du passage à la voiture électrique. C'est tout récent, vous l'avez lancé il y a 2 semaines. Comment ça marche ? Alors, c'est très simple. D'abord, la première chose, il y a les zones de faible émission qui se déploient. Oui. 1er janvier 2025, le critère 3 sera interdit dans les zones faible émission. On a fait un sondage auprès de notre communauté. Il y a 40% de nos conducteurs qui ont un véhicule critère 3, 4 ou 5. Donc, qui potentiellement seraient interdits de circuler dans les ZFE alors qu'ils font un geste citoyen, un geste pour l'environnement en covoiturant. Donc, on s'est dit comment on peut les aider. Et une des problématiques, c'est de passer à d'autres véhicules. Et sur le véhicule électrique, ce que les conducteurs ne se rendent pas forcément compte, c'est que pour faire 100 km, si vous rechargez chez vous, c'est à peu près 4 €. Quand vous mettez de l'essence ou du diesel dans votre voiture, 7 litres au 100 à peu près, c'est 13-14 €. Donc ça veut dire que vous économisez entre 9 et 10 € au 100 km. Ça fait 1 000 € quand vous faites 10 000 km, même 1 200 €. La moyenne en France, c'est 12 000 km. Ouais, et donc, ce comparateur permet de le faire. On rentre quoi ? Sa voiture actuelle, le modèle qu'on voudrait éventuellement acheter. Exactement. Donc, le modèle actuel, le nombre de kilomètres. Nous, on va donner des informations sur l'entretien, sur le coût de l'assurance. Et puis, on propose soit des véhicules électriques neufs ou d'occasion, où le conducteur va choisir son véhicule. S'il est neuf, le bonus écologique, les aides locales sont automatiquement comptabilisé. Oui. Et à la fin, il y a un bilan entre votre véhicule actuel et le véhicule électrique. Qu'est-ce qui fait hésiter encore aujourd'hui les automobilistes à passer à l'électrique ? Le coût de la voiture ? Quand on a vu le succès du leasing social, tout est parti en un mois, même pas un mois et demi. Donc c'est sans doute la première raison. Ouais, d'un autre côté, les véhicules d'occasion électrique restent 180 jours à la vente. C'est 3 fois plus que des véhicules thermiques. Oui. Donc aujourd'hui, il y a un problème de connaissance du coût du véhicule électrique, en particulier sur l'usage. Oui. Et là, le comparateur permet d'objectiver. Nous, on s'en fiche, on ne vend pas de voiture. C'est vraiment, on met les données, les critères, vous avez un bilan et vous pouvez vous décider. Et donc là, on a des conducteurs qui vont pouvoir voir que le véhicule électrique, à l'usage, permet de faire des économies. Et donc de basculer vers l'électrique. Ils ont peur aussi de la question de l'autonomie, évidemment, du véhicule. C'est peut-être pour ça aussi que les véhicules d'occasion restent sur le carreau un peu plus longtemps, parce qu'on se dit, voilà, c'est la vieille génération de batterie. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, alors, pour essayer d'aider, ce qu'on a fait, on a, quand un véhicule est choisi, on montre quelle est la garantie constructeur sur la batterie. En moyenne, c'est 8 ans et 160 000 km, la garantie constructeur. Donc, vous voyez, quand un véhicule d'occasion a 3 ans, la batterie est encore garantie pendant 5 ans. Bon, donc, ça permet de se rassurer quand même. Et de lever effectivement ces appréhensions. Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité aux médias des audacieuses et des audacieux. Salut.